Messieurs les modérateurs, mesdames, messieurs, effectivement, bon, c'est la suite logique. Comment ventiler un patient sous ECMO? Juste, peut-être pour rebondir sur le dernier point, il y a deux indications. Le patient qui est en train de mourir, qu'on n'arrive plus à ventiler, oui, c'est la stratégie qu'on appelle de sauvetage, de rescue. Celui-là, il n'y a pas de problème. Moi, je crois beaucoup aussi à l'intérêt de l'ECMO pour les patients très graves, très hypoxémiques, mais ça, encore une fois, donc on a besoin de données plus importantes pour le démontrer. Ventilation mécanique sous ECMO. Donc, première chose, d'abord la diapositive de conflit d'intérêt usuel. Je vous laisse une seconde pour regarder cette diapositive. Alors, quel est le rationnel, entre guillemets, pour mettre ces malades sous assistance respiratoire extracorporelle? Premièrement, en termes d'oxygénation, on vient de le dire, c'est une frange limitée de malades, ceux qui sont les plus hypoxémiques, et bénéficier de cette assistance extracorporelle pour mettre le poumon au repos, d'utiliser une ventilation ultra protectrice en termes de pression, en termes de volume, peut-être en préservant quand même d'une certaine manière l'activité du diaphragme. Alors, il y a pas mal de recommandations d'experts. Il y a quelques données, et je vous donnerai dans ce topo les quelques données qui existent à la date d'aujourd'hui sur le sujet. Et donc ça, c'est un papier de revue qu'on avait fait avec l'équipe de Melbourne. Si on essaye de conceptualiser les bénéfices à attendre de cette technique, c'est donc de limiter les contraintes, le strain au niveau alvéolaire. Et ça, c'est clairement la réduction du traumatisme induit par le ventilateur en termes de volume et de pression. Probablement, il faut utiliser des niveaux de PEP assez élevés. Pour ça, je suis assez d'accord avec Alain pour utiliser des hauts niveaux de PEP chez ces malades. Ça va permettre aussi de baisser la FiO2. C'est une grande controverse aussi. Est-ce qu'une FiO2 supérieure à 60% est délétère au niveau pulmonaire? En tout cas, quand on utilise des niveaux au-delà de 95-100%, clairement, là, en plus, on se confronte au problème d'atelectasie de résorption, et le monitoring de la pression transpulmonaire est potentiellement intéressant aussi sur le plan physiologique, comme on l'a vu tout à l'heure, et peut-être pour raffiner les indications. À la date d'aujourd'hui, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de données, on ne sait pas très bien quelles sont les stratégies optimales en termes d'abord de réglage du ventilateur. Est-ce qu'il faut utiliser un mode en pression, un mode en volume? Est-ce qu'il faut utiliser des volumes courants extrêmement bas? Quel est le niveau optimal de pression de plateau, de PEP? Comment régler la fréquence respiratoire? Faut-il curariser ces malades systématiquement? Ce sont des malades parfois qui ont un drive extrêmement important, avec, même une fois qu'ils sont en ECMO, avec une correction de l'hypoxémie, de l'hypercapnie, une fréquence respiratoire spontanée qui est extrêmement importante. Bon, si on regarde dans la littérature comment on propose de ventiler ces malades et en fait comment dans la réalité ils sont ventilés, on peut se retourner d'abord sur les guidelines de l'ELSO. Alors bon, c'est un petit peu la secte donc des ECMologues. Ces guidelines sont en train d'être réécrits avec des gens qui sont un petit peu plus intéressés par la physiologie respiratoire en particulier. Et bon, c'était un peu surprenant parfois ce qu'il y avait marqué dans ces guidelines, qu'on pouvait mettre la PEP un petit peu comme on le souhaitait, et pression de plateau plutôt basse quand même dans ces propositions. Au niveau de l'essai César, Antoine en a parlé déjà tout à l'heure. Eux utilisaient une ventilation hyper protectrice avec une pression de pic à 20, une pression de plateau, une PEP limitée à 10 et une fréquence respiratoire à 10. Mais quand on veut imposer une fréquence respiratoire à 10 à un malade qui a un drive spontané avec une fréquence spontanée qui serait plutôt autour de 35-40, ça veut dire qu'il faut le curariser parfois pendant des périodes très prolongées, ce qui n'est pas forcément également une solution idéale. Et donc ce qui était proposé par Dan Brody et Matt Baqueta là, dans leur papier du New England, c'est un petit peu ce qu'on a repris et nous pour donc l'essai Eolia, d'utiliser des niveaux de PEP entre 10 et 15 et des pressions de plateau entre 20 et 25. Donc dans Eolia, c'est ce qui est proposé. La fréquence respiratoire entre 10 et 30 un petit peu en fonction des stratégies utilisées par les différentes équipes. Nous, on est plutôt en faveur d'une sédation modérée, voire très très faible, et une décurarisation
dès que possible en tolérant donc une fréquence respiratoire parfois jusqu'à 30-35 à condition d'avoir un contrôle donc des pressions et des volumes. Quand on regarde maintenant sur les cohortes rapportées dans la littérature, là c'est donc la cohorte qu'on avait fabriquée avec les équipes d'Amiens et de Bordeaux. Donc ça c'est les données en pré-ECMO, donc c'est un peu moins intéressant. Les données sous ECMO, donc à J1 de l'ECMO, le volume courant moyen était inférieur à 3, donc vraiment des volumes courants extrêmement limités. On avait donc des stratégies, les trois groupes avaient des stratégies d'imitation très importantes des pressions de plateau. Dans la grande majorité, c'était inférieur à 25, avec des niveaux de PEP qui étaient autour de entre 8 et 12 dans cet essai-là. Donc bon, juste pour mentionner aussi que l'ECMO véno-veineuse, c'est souvent pour des périodes prolongées. Dans cette série, il y avait un quart des malades qui bénéficiaient de la technique pendant plus d'un mois avant de pouvoir être sevrés. On a déjà parlé de ce score-là, donc là je vais passer rapidement. Il y a eu, il y a quelques mois, et publié l'année dernière dans l'Annals of ATS, un sondage, un questionnaire qui a été administré donc, par l'équipe de Toronto et Edifan à un certain nombre de centres qui font de l'ECMO. Il y avait de l'ECMO adulte, pédiatrique, néonatal, etc. Donc c'est assez intéressant, en particulier si on regarde ici pour l'adulte, les stratégies qui sont utilisées par les centres. Alors c'est du déclaratif pur, hein, ce n'est pas probablement tout à fait la réalité, mais la majorité des centres disent qu'ils utilisent des stratégies de ventilation protectrices, donc en mettant le poumon au repos. En ce qui concerne les stratégies de sevrage, la grande majorité font le sevrage de l'ECMO d'abord, après, dans un deuxième temps, le sevrage de la ventilation mécanique. La grande majorité utilise pendant le sevrage une diminution du balayage des gaz sur la membrane. Et quand on regarde la stratégie de ventilation, le type de mode employé, c'est essentiellement des modes en volume. Il y a beaucoup moins de centres qui utilisent des modes en pression. Quand on regarde maintenant en termes de déclaration, là également, ce qui est pratiqué en termes de volume courant et de PEP, chez l'adulte, dans les barres gris foncé, la majorité des centres utilisent des volumes courants que moi je considère comme trop élevés chez ces malades, autour entre 4 et 6, voire même parfois au-delà. Et la majorité des centres utilisent des niveaux de PEP également que je considère cette fois trop bas, en dessous de 10. On pourra discuter de tout ça un peu plus tard. Alors, est-ce qu'on a un peu d'évidence scientifique tirée des données de la littérature sur tout ça? Bon, on sait que les volumes courants trop élevés sont délétères, mais cette étude est caricaturale quand on compare 12 et 6. C'est clair qu'on probablement impacte autant le groupe contrôle que le groupe traité. Mais il y a un certain nombre de données maintenant qui montrent que peut-être en termes de bénéfices, en termes de mortalité, la réduction ici, ce n'est pas la SDRA, qui n'ont pas eu d'ECMO. La réduction du volume courant en dessous du 6 classiquement utilisé dans la stratégie dite RDS-Net pourrait être associée à un bénéfice en termes de mortalité. La même chose en ce qui concerne les pressions de plateau. Ici, ce sont des données colligées par les collaborateurs de la RDS-Net. C'est ici une analyse multivariée prédictive de la mortalité en fonction de la pression de plateau à J1. Alors bien sûr, quand on utilise des pressions de plateau très élevées, la mortalité approche les 80%. Mais il y a peut-être ici également un intérêt à baisser ces pressions de plateau très en dessous des niveaux actuels. Alors, il y a des études de preuve de concept aussi pour les patients SDRA de gravité intermédiaire. Ça, c'est le travail de l'équipe de Ranieri qui montre que la réduction du volume courant de 6 à 4 permise par un épurateur de CO2 en augmentant peut-être un petit peu la PEP, en baissant la pression de plateau. Donc le tout, encore une fois, contrôlé par un épurateur de CO2 pourrait avoir un bénéfice, en particulier ici en termes de biotrauma au niveau de la production de cytokines pro-inflammatoires. Donc là, il y a un concept. Et quand on regarde les données de la littérature, il y a très peu de choses. La première chose, elles sont issues de l'étude collaborative française du registre REVA ECMO grippe, 123 malades. Donc on a parlé déjà de l'étude cas contrôle qui montrait ou ne montrait pas un bénéfice selon la stratégie statistique utilisée. Mais au-delà de ça, moi ce que je trouve beaucoup plus intéressant dans ce papier, ce sont ces données-là et donc le pronostic des malades en fonction du réglage
ici de la pression de plateau ou de la driving pressure, des gradients de pression motrice à J1. Et les survivants étaient ceux pour lesquels on avait pu baisser la pression de plateau inférieure, en gros en dessous de 25 cm d'eau. Alors il y a plusieurs explications à ça. Peut-être que c'est une stratégie proactive de baisse permise par l'ECMO, ou peut-être qu'il y a certains malades pour lesquels l'ECMO n'était pas réglé de manière optimale et on avait besoin quand même de ventiler le patient avec un certain volume courant et donc une pression de plateau non limitée ou non suffisamment limitée parce que l'ECMO ne permettait pas une oxygénation complète du malade. De manière intéressante, en analyse multivariée, la pression de plateau sortait comme facteur prédictif du décès chez ces malades. Plus la pression de plateau était élevée, plus il y avait une probabilité de décès. La réduction du volume courant, je vous ai montré déjà cette diapositive tout à l'heure, on peut avoir des volumes courants extrêmement faibles, voire même quasiment proches de zéro chez ces patients. Ça, c'est également donc l'essai de Thomas Bein, qui est un essai qui a évalué donc un épurateur de CO2 qui est proche de l'ECMO, c'est un petit peu intermédiaire, c'est le shunt artério-veineux de Novalung qui donne jusqu'à à peu près 2,5 litres, 3 litres de débit extracorporel. Il y avait aussi, semble-t-il, ici un bénéfice en termes de jours vivants sans ventilation pour les malades les plus graves. Donc il y a un vrai rationnel ici en ce qui concerne le volume courant et la pression de plateau. En ce qui concerne les niveaux de PEP, clairement des niveaux de PEP trop bas, et en particulier quand on utilise une stratégie avec épuration extracorporelle ou a fortiori ECMO qui permet de diminuer le volume courant, on a les risques de dérecrutement assez importants chez ces malades. Ici, c'est une étude animale qui montrait donc avec une stratégie d'épuration de CO2 que le fait de réduire le volume courant de manière importante était associé à une hypoxémie majorée, probablement parce qu'ils n'avaient pas utilisé chez ces animaux des niveaux de PEP suffisants. Très très récemment, là vient de sortir la semaine dernière un papier qu'on a fait avec deux équipes australiennes à Sydney et à Melbourne, où on a colligé des données de 180 patients qui avaient bénéficié d'une ECMO véno-veineuse pour SDRA. Donc c'était la population classique avec du SDRA grippal, des pneumonies bactériennes qui représentaient l'essentiel. Bon, il y a quelques petites différences entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Nos malades parisiens étaient peut-être un tout petit peu plus graves, plus âgés, avec un rapport PF un peu plus bas, avaient des niveaux de PEP aussi plus bas, avec le même volume courant, peut-être traduisant la plus grande sévérité de ces malades initialement. Alors, quand on regarde les données de cette étude et ce qu'on peut en déduire pour la pratique, on a utilisé des stratégies de ventilation protectrice chez ces malades, que ce soit ici en termes de pression de plateau. Alors, elles étaient très élevées initialement et bien sûr plus élevées pour les patients qui allaient décéder ultérieurement. Le volume courant a été fortement réduit à J1 entre 3 et 4 millilitres de poids prédit par la taille. Les patients qui vont survivre donc sont ceux pour lesquels la compliance va s'améliorer et le volume courant va pouvoir être augmenté dans les jours qui suivent. Et par contre, cette diapositive-là est importante. Elle montre que les patients qui vont survivre sont ceux pour lesquels la PEP, et en particulier dans les premiers jours de l'ECMO, était réglée un peu plus élevée, disons entre 12 et 14 par rapport à une PEP réglée entre 10 et 12 pour les patients qui allaient décéder. Et dans les modèles multivariés, que ce soit un modèle de Cox ou un modèle de régression logistique conventionnel, la PEP moyenne J1-J3 de l'ECMO était fortement associée donc au pronostic. Et en clair, un niveau de PEP supérieur à 10 était ici, dans cette série-là, clairement protecteur. Alors bien sûr, c'est des séries rétrospectives avec tous les biais inhérents à ces études rétrospectives. Un mot sur la fréquence respiratoire, que ce soit d'ailleurs pour les techniques qui utilisent l'épuration de CO2 ou en ECMO. Est-ce qu'il faut contrôler la fréquence respiratoire? Il y a un papier que je trouve extrêmement intéressant, l'équipe italienne, la Grasso, publié il y a quelques mois dans Critical Care Medicine. C'est une étude animale chez le cochon
avec deux stratégies de ventilation qui utilisent, la seule différence, ça va être la fréquence respiratoire, 30 versus 15, même niveau de pression de plateau, même niveau de PEP, et donc une VCO2 en partie ici contrôlée par la technique d'épuration de CO2. C'est des périodes très courtes de ventilation, mais quand on regarde en termes de biotrauma, une mesure des cytokines pro-inflammatoires, il y a un bénéfice qui semble réel pour les cochons qui sont ventilés pendant la période à plus basse fréquence. Donc c'est quelque chose là aussi qu'il faudra déterminer dans l'avenir. Une fois qu'on est en épuration extracorporelle, on peut baisser la FiO2, souvent à 30-40%, puisque c'est entièrement pris en charge par la machine. Alors, maintenant, que faire chez ces malades? Il y a beaucoup de choses à faire, c'est sûr, beaucoup de recherches en particulier à conduire. Quelle est la stratégie, quel est le réglage du ventilateur optimal? Comme un certain nombre d'autres centres, je crois qu'Alain Merca aussi à Angers utilise cette technique. Nous, on utilise un mode en pression qui s'appelle la BiPAP en mode APRV, qu'on n'utilise pas selon le mode décrit initialement, qui est un mode de release de pression avec ici donc une pression haute pour la majorité du temps respiratoire avec seulement des releases de pression. On l'utilise comme de la BiPAP dite conventionnelle avec un réglage du temps inspiratoire à peu près au tiers du temps global. L'avantage de cette technique, c'est que le malade peut respirer spontanément et qu'il n'y a pas de synchronisation des poussée de pression du respirateur sur les efforts inspiratoires, donc peut-être un petit peu moins de risque de swing de pression transpulmonaire, de risque de lésion induite par la ventilation induite par ces swings de pression transpulmonaire. Voilà un peu la théorie de ce mode de ventilation. Nous, on aime beaucoup ce mode de ventilation parce que ça permet de manière très simple de régler la pression de plateau. On s'assure qu'elle ne dépassera pas, on la règle entre 22 et 24. On utilise des niveaux de PEP relativement élevés, entre 12 et 14, et donc le gradient de pression motrice, le delta P, est entre 10 et 12 chez ces malades. Et c'est également intéressant dans la phase de récupération, puisque lorsque la compliance du patient va s'améliorer, on va voir augmenter le volume courant. Le volume courant est ici généré par ce gradient de pression motrice. Initialement, le volume courant est très faible, entre 0 et 50 pour les malades les plus graves, donc ça fait moins de 0,5 à 1 millilitre kilo. Et progressivement, quand le malade s'améliore, on peut envisager les premières épreuves de sevrage. En gros, quand le VT est autour de 200, il est raisonnable de commencer le sevrage. Alors, il y a d'autres modes qu'on peut utiliser. La NAVA est potentiellement intéressante. Il y a un papier qui est plus un papier physiologique d'ailleurs qu'un papier testant donc la NAVA chez les malades ECMO, mais qui pourrait éventuellement être utile plutôt dans la phase de sevrage pour, entre guillemets, réadapter les efforts respiratoires du patient avant le sevrage de la machine. Le décubitus ventral. Donc l'équipe de Laurent et Antoine à Marseille travaille dessus avec des données qui sont intéressantes en termes de faisabilité, en termes d'utilité. Je ne sais pas exactement à quel moment positionner cette stratégie. Je doute qu'à la phase initiale, quand un patient a une hépatisation quasi complète des deux champs pulmonaires, il y ait un bénéfice à mettre le patient en décubitus ventral. Peut-être dans une phase un peu plus tardive, au moment de la récupération, il y a des risques associés à la technique, même si on les maîtrise. On ne peut pas nier qu'il y a des risques chez des patients qui ont des énormes canules à les mettre sur le ventre. Donc, bon, il y a un rationnel. L'équipe de Bruno Lévy aussi à Nancy s'intéresse à ça. Et donc, bon, il faut qu'on progresse. Peut-être aussi dans ce qu'a proposé, donc décrit Alain sur les travaux de l'équipe italienne, donc le papier qui vous a déjà été montré, que je ne vais pas redétailler, donc sur l'intérêt de la mesure de la pression œsophagienne chez ces patients-là. Et puis, il faut essayer de réduire les durées de sédation, de réduire les durées de curarisation, et l'idée c'est de mobiliser ces patients, les sortir du lit, les faire marcher. Ça c'est possible quand on utilise des canulations de type Avalon, et probablement dans la stratégie de sevrage, ce type
de stratégie, surtout chez les patients qui vont parfois bénéficier de cette technique pendant plusieurs semaines, est intéressant. Pour terminer, on a récemment formé un consortium international qui s'appelle ECMONet pour promouvoir la recherche dans le domaine des thérapies d'ECMO. Et le premier travail de ce consortium, ça a été d'écrire un papier de position pour l'organisation et les indications de mise en place d'une ECMO dans le cadre des SDRA, des détresses respiratoires aiguës de l'adulte. Et un autre travail de ce consortium, c'est de mettre sur pied des études. Et une de ces premières études s'appelle Lifeguards, qui va donc évaluer, c'est un registre multicentrique prospectif observationnel pour évaluer les stratégies de ventilation mécanique et essayer d'en dériver ensuite des propositions thérapeutiques, éventuellement pour pouvoir évaluer ensuite dans le cadre d'essais randomisés des stratégies ventilatoires. Et si vous êtes intéressé, donc il y a un mail auquel vous pouvez vous adresser si vous souhaitez participer à cette étude. Donc en conclusion, c'est un champ quasi vierge pour la recherche clinique. Il y a un rationnel qui est déduit des études les plus récentes pour limiter la pression de plateau, probablement en dessous de 25, pour peut-être utiliser des modes en pression, probablement utiliser des niveaux de PEP relativement élevés pour éviter le dérecrutement pulmonaire chez ces patients pour lesquels le volume courant est extrêmement bas. Il faudra probablement là aussi titrer ces paramètres de manière individuelle chez les patients. Ce n'est pas pareil chez le patient obèse, chez le patient grippé, chez les patients qui ont un SDRA dit secondaire. Et j'insiste aussi beaucoup sur le réglage, l'optimisation des réglages de l'ECMO initial. L'ECMO véno-veineuse n'a de sens que si l'on est capable de supporter 100% de la fonction pulmonaire initiale. Si l'on est obligé, parce que l'on a une technique qui est partiellement efficace, d'utiliser des réglages du ventilateur considérés comme non protecteurs ou moins protecteurs, je pense qu'on n'aura pas l'intégralité des bénéfices de cette stratégie. Voilà, pour terminer, ceux qui sont intéressés par ces techniques, je vous invite à venir au congrès international qu'on organise fin juin à Paris, les 25 et 26. Je vous remercie.